Selon la théorie dominante en matière de leadership, le monde du travail se séparerait donc entre les leaders d'un côté et de l'autre, les followers. Les héros, au-dessus, en dessous, les suiveurs, chacun d'entre nous devant se situer dans une sphère supérieure ou inférieure. Comment est-il possible qu'une vision à ce point manichéenne se soit si facilement imposée dans ce domaine, parfois controversé, de la recherche scientifique? Pour une raison simple, qu'il s'agit là d'une théorie implicite de la réussite d'une entreprise collective, d'une équipe, d'une armée, d'une nation ou d'une organisation très facile à comprendre. Si je prononce le nom de Steve Jobs, chacun sait que j'évoque ici l'âme, en quelque sorte, de la société Apple. Idem pour Jack Welch et General Electric. Pour expliquer la croissance du groupe LVMH, la voie la plus courte serait en effet de décrire les traits de caractère et le style de management de Bernard Arnault, et ainsi, sans grand effort d'analyse, l'essentiel aura été dit sur les raisons du succès. Le leader serait donc celui ou celle qui perçoit les raisons d'être d'une organisation mieux que personne. Il est à la fois doté d'une capacité politique pour convaincre, une capacité esthétique pour frapper les esprits et persuader, des qualités éthiques pour exemplifier. Bref, il est une sorte de performeur qui fait corps avec les idées du moment, qui exprime ce que chacun veut sans savoir le dire, quelqu'un d'autonome aussi au sens kantien, c'est-à-dire qui se donne à lui-même ses propres lois. Le problème ici, c'est que cette qualification héroïque de l'exercice du pouvoir est dépendante de la théorie du grand homme et de son supposé charisme, sa posture, sa vision et son art du commandement. Or, cette théorie est discutée par des chercheurs qui, à l'inverse, défendent une conception du leadership post-héroïque, laissant davantage de place au dissensus et favorisant la disponibilité, la délibération, la communication et la proximité. Ils utilisent alors des termes comme le leadership partagé, le leadership distribué ou encore le leadership par invitation. Ils prennent en compte en particulier les attentes des nouvelles générations qui ne sont guère demandeuses d'une relation de pouvoir verticale, autoritaire et top-down. Le problème du leadership se corse un peu plus, lorsque l'on comprend qu'en réalité les deux perspectives ne s'opposent pas toujours. Plusieurs études récentes, publiées dans la revue Leadership justement, mettent en évidence que les salariés tendent en réalité à appeler de leur vœu une pratique qui combine ces deux perspectives, qui privilégie donc alternativement la délégation et la direction, la proximité et la distance. Pour tenter d'y comprendre quelque chose, cette fois encore, la philosophie peut constituer une alliée de choc, car cette question y est largement traitée. Par Hobbes, pour qui le leadership est au cœur du contrat social, par Machiavel, en ce que le leadership correspond d'abord à l'exercice de ce qu'il appelle la virtu, mais aussi Gracian, Clausewitz et tant d'autres. Il faut se rappeler en particulier qu'Aristote fut le précepteur d'Alexandre, comme s'en souvient Pascal, pour qui, si les philosophes écrivent des livres, c'est comme pour régler un hôpital de fous. Et s'ils ont fait semblant d'en parler comme d'une grande chose, c'est qu'ils savaient que les fous à qui ils parlaient pensaient être rois et empereurs.